Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le chat sur Twitch et bonsoir, enfin bonjour, bonsoir aussi aux personnes qui nous suivent sur YouTube, puisque cette vidéo va aussi être transmise sur notre chaîne YouTube Tom et Evan. Aujourd'hui, au programme, on va faire un petit débrief du Lorca Quest, donc avec Revan et avec Val aussi ici présent, donc de la team des Illuminers Legacy. Comment vous allez les gars ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Content du tournoi qu'on a pu faire, content de cette vue tous ensemble. Ça, on en reparlera certainement pendant le débrief. Mais ça va bien. Et puis content d'avoir fini ce tournoi qui nous a peut-être des fois paru un peu long, des fois un peu court aussi sur certaines games. Mais ouais, c'était bien, ça va bien. Et toi, Revan ? Bonsoir à tous. Bonjour, ça dépend quel moment vous regardez cette vidéo, si en replay. Et moi, ça va bien. Ça va bien. Bon, j'ai pas été aussi bon que je l'aurais voulu. Mais j'en suis ressorti grandi. Et ça, c'est déjà bien. Non, c'était très cool. Franchement, du début à la fin. Donc, toujours bien, cette communauté de l'Arcana. Ouais, je pense qu'on peut faire un premier point sur comment le tournoi il a été organisé, la salle, et puis le tournoi en général. Toi, Val, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors pour refaire l'histoire rapidos du Lorca Quest, c'est un tournoi qui est organisé par un YouTuber Disney notamment qui s'appelle Wonderhook, et donc il a fait ce qu'il a pu avec ses moyens pour une première édition, ce qui était déjà largement extraordinaire. Moi je m'attendais pas à ça. T'arrives dans une salle, tu t'attends à voir un hangar assez froid, et en fait t'arrives, t'as quand même des petits fanions accrochés au plafond avec le logo du Lorca Quest, avec le thème de l'event. Enfin, t'es plongé dedans, t'as une musique Disney qui te met tout de suite dedans. D'un point de vue salle, on était pas mal. Après, il y a quelques couacs techniques, on viendra peut-être dessus dans la soirée, mais c'était plutôt sympa. Après, le tournoi en lui-même, ça reste un tournoi classique où tu es assis à une table et tu joues. Les tables n'étaient pas forcément super confort, les tables n'étaient pas super confort non plus, il y en avait qui étaient bancales. Voilà, mais tu joues et c'était cool. Et encore une fois, je pense qu'il y a eu... D'ailleurs, je crois que les chiffres montrent qu'il y a eu 3 fois plus de visiteurs du côté convention Disney que de joueurs côté TCG. Donc bon, c'est normal que l'accent et le confort aient été mis sur le côté convention. Après, il y avait peut-être plus de gens dans la convention et moins de gens dans le tournoi. Parce qu'il faut rappeler que le tournoi n'était pas complet. Parce qu'il y avait plusieurs events en parallèle ce jour-là. Et donc, du coup, ça a divisé les joueurs entre les différents events. La salle pouvait accueillir, je crois, 1500 personnes. Et au final, on était 707 sur Mêlée. Un truc comme ça, je crois. Donc c'était loin du max. C'était pas full, mais par contre, je crois qu'ils ont quand même battu le record du nombre de personnes sur un tournoi non officiel. Il faut rappeler que c'était pas un tournoi officiel Lorcana, pas sponsor par Ravensburger, mais je crois que le dernier c'était 600, c'était Ludo Trotter, je sais plus où, je crois à lui. Et Vernon à Lyon, je crois, ouais. Vernon. D'accord, Vernon. Ludo Trotter, j'y étais. Tom, tu étais aussi. Oui. Et là, ils battent quand même un beau record. 707, c'est bien. Oui, c'est pas mal. C'est bien que la communauté continue de grandir, quoi. Ça, cool. On n'est pas tombé l'un contre l'autre. Donc, pas loin. J'étais derrière toi. Sur la table, juste derrière. À un moment donné, oui, au début, ouais, c'est vrai. Et toi, Tom, du coup, comment tu l'as vécu Moi, je trouve qu'on n'a pas trop à se plaindre. Je pense que le lieu était vraiment top. C'était grand, il y avait de l'espace. Même si, on va dire pendant l'après-midi du deuxième jour, on avait tous très chaud dans la salle. Ça manquait peut-être un peu d'aération. Mais à part ça, on avait de la place. C'était bien organisé. Il y avait plein de choses à faire aussi entre les rounds. Les rounds se sont plutôt bien enchaînés.
même si ça a commencé avec un petit peu de retard. Mais en soi, ça s'est quand même plutôt bien déroulé, c'était plutôt bien organisé. Il y avait des juges qui étaient là quand on les appelait. Il y avait eu pas mal de side events qui se sont aussi bien enchaînés. Donc franchement, je trouve c'est quand même un tournoi qui était très bien organisé. Et en tout cas, s'il y avait une seconde édition, moi je pense que ça serait un tournoi à ne pas manquer en tout cas. Alors, c'est pas si, c'est il y aura une seconde édition, hein, ça a été confirmé par les organisateurs. D'accord. Enfin, entre le dire et les faits, moi j'attends. Ouais, je pense qu'ils ont quand même fait une bonne partie du chemin. Ils disaient la dernière fois, nous on a pu voir en partant avec Mike, on a pu voir Wonderhook. Il avait même l'ambition d'organiser des petits trucs à côté en plus du main event de l'Orca Quest. Il voulait organiser des petits tournois de part et d'autre, un peu partout. Après, à voir, il y a en effet les ambitions et la réalisation. Je pense qu'un deuxième Lorca Quest, c'est pas déconnant de se le dire qu'il y en aura un. Ouais, je pense aussi, ouais. On passe maintenant sur notre parcours lors de ce tournoi. Bah oui. Allez, qui commence ? Est-ce que Val, tu veux commencer ? Vas-y. Bah écoute, on va y Déboire aller. de première game déjà, voilà, on va bien ouvrir le bal comme ça. Ouais, voilà, avec l'anecdote de la première game un peu catastrophique. Je tombe contre un Stitch Song, qui est déjà pas mon match-up favorable avec mon violet rouge, en tout cas un match-up pour lequel moi j'ai du mal. Il remporte la première game, il part à l'aggro dès le départ, et il remporte assez facilement la première game. Et un arbitre vient nous voir en nous disant « Ok, les gars, vous êtes sélectionnés », il le dit dans ces termes-là, « vous êtes sélectionnés pour un deck check ». Genre, c'est l'événement. Tu vois. Donc, deck check, il prend nos boîtes, et déjà, au bout de 10 minutes, je trouve ça long déjà, au bout de 10 minutes, il vient nous revoir en disant « Vous, donc moi, j'arrive pas à accéder à votre liste, il faut que vous changiez votre lien ». Et il repart, et 20, 30 minutes passent, toujours personne, donc on se regarde avec mon adversaire, on se dit « Oh putain, c'est quand même vachement long ». On voit les minutes défiler sur le chrono, on se dit on espère qu'on aura du temps pour terminer la deuxième quand même, en tout cas pour la commencer tout du moins. Arrive le judge avec les deux decks, donc il commence à faire des remarques à mon adversaire en disant « Bon, on va commencer par vous parce qu'il n'y a pas grand-chose ». Déjà sous-entendu que moi, il y avait pas mal de choses. Je commence encore plus à baliser. Donc il lui fait changer 2-3 sleeves. Moi, c'est pareil, il me dit « Bah voilà, vous avez cette sleeve-là à changer, cette sleeve-là ». Et après m'avoir fait changer 4-5 sleeves, il me dit « Par contre, on a un plus gros problème. Vous avez un deck qui est différent de votre decklist. » Et donc, je lui demande de me montrer, d'étayer, de me dire ce qui va pas, quoi. Et en fait, dans ma decklist, j'avais marqué 2 Medusa, 2 Madame Tremens, que je devais jouer initialement. Et dans mon deck, j'avais 3 Medusa et 1 Madame Tremen. Donc, j'avais la Tremen sur moi, je dis écoutez, regardez, hop, on va changer. Et c'est bon. Et le juge me regarde et me dit non, mais vous avez pas compris là. C'est game lost. Voilà, enfin, il applique le règlement et donc première game lost. Je vous avoue que le moral à ce moment-là, il est difficile. Et ça a été. On l'a vu, hein. Ça a a mis été dans le mal pendant pas mal d'heures. Ouais, ça t'a pas mal affecté, du moins toute la matinée, voire un peu plus même. Ouais, j'en parle encore. J'ai l'impression d'avoir vécu un trauma extraordinaire. Mais du coup, il faut ressortir une leçon. C'est qu'on ne change pas il faut pas se coucher à 2h du matin. On peut se coucher à 2h du matin, mais il faut pas changer sa decklist à 2h du matin. Du coup, Val, est-ce que tu veux nous parler des autres rounds que tu as fait en plus succinct ? Très rapidement, deuxième round, j'affronte un jaune-vert de Capitaine Barbuck. J'ai noté le pseudo parce qu'il m'a bien plu, celui-là. Où c'est à lui qu'il est arrivé une anecdote cette fois-ci, mais je lui laisserai la raconter plus tard. Ça n'a pas lieu d'être ici. Et donc là, je win 2-0. Ce teasing. Troisième round, je rencontre un bleu-rouge sur lequel je perds 2-0.
Donc toi, Oui, pour rappeler, tu joues rubis améthyste. Ouais. bleu-rouge, non. Ouais, c'est ça. Je joue rubis améthyste et bon, bleu-rouge, je sais que c'est difficile. Je perds pas à grand-chose. Je me fais pas écraser non plus. Mais bon, il arrive avec un Tamatoa, 6 objets, un Lucky Die, mais bon, bah, deux C'est dur rounds, de remonter ça. 2 tours après, c'est plié, quoi. On n'en parle plus. 4e round, j'affronte un vert-violet. Et là, bah, je perds aussi. Pas à grand-chose de mémoire. Les défaites sont pas écrasantes, mais à chaque fois, c'est suffisant. C'est suffisant pour être battu. Et donc, on continue la descente un peu aux enfers, où je me retrouve tape 280, round 5, contre un violet-gris balai. C'est un peu mon deck what the fuck de la journée. La première game se passe bien, je la gagne largement, 22 je crois, et sur la deuxième game, je la joue un peu nonchalamment en me disant dans ma tête bon, allez, c'est bon, hop, on commence la remontada, ça va le faire, c'est un deck balai, ça peut rien faire. L'erreur. Et deuxième erreur de mauvais état d'esprit. Et du coup, je termine par une draw, parce que je me fais avoir par un Bruno insaisissable qui devine la carte à chaque fois. Et je me prends bien 15 points à cause du Bruno. Et du Et coup, ça, qu'est-ce qui aurait fait sur cette game? Enfin, ce que tu dis nonchalant, mais est-ce que c'est parce que tu t'as relâché la pression et que tu as été moins focus du coup je sur pense ce que deck? j'ai carrément sur les relâché la matchs pression. Tu pouvais gagner le game, la partie, quoi. C'est-à-dire que Bruno est prenable avec une Elsa dans mon deck. Bruno est prenable avec une Médusa, une Trémène, une Soyez prête. Oui. Mais en fait, de 1, j'arrive pas à les piocher. Et de 2, peut-être que la Elsa, je l'ancre 2 tours avant. Et ça, c'est un problème de concentration, un problème d'analyse. Et ça, à ce moment-là de la game, c'est fatal. Round 6, j'ai un vert gris. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas marqué quand est-ce que je win, quand est-ce que je perds, mais de mémoire, la round 6, je la gagne. Ouais, c'est ça, je la gagne. Et à ce moment-là, je me dis, bon, il y a peut-être un play où si je gagne tout, j'arrive encore à accrocher quelque chose, au moins un top 128. Techniquement, c'est encore possible. Round 7, je tape un bleu-rouge. Un bleu-rouge contre lequel je gagne cette fois-ci. Mais alors, pas de chance pour le bleu-rouge. Parce que pas de pioche, pas de Flaversham. Quand il arrive à en sortir un, moi j'ai 15 000 trucs pour pouvoir le gérer dans la main. Enfin, c'est vraiment... Le pauvre s'est pris la foudre et c'était pas possible pour lui, quoi. Et round 7, on se dit, allez, plus que 2 rounds, si je les gagne, c'est bon. Et arrive la round 8 où je re-rencontre un gris-jaune, personne aussi super sympa, sur laquelle je win la première, et malheureusement, on termine pas la deuxième. Et dans ma tête, c'est ok, c'est 7 points, c'est bon, parce que je win et je termine pas la deuxième. Et en réel, en fait, c'est juste 3 points, parce que je win, mais je termine pas la deuxième, donc je ne marque que 3 points sur les 7, mon adversaire n'en marque pas. Le score a été rentré par un judge, donc on n'a pas pu non plus s'arranger sur le fait que lui aurait pas été contre de me la laisser. Mais comme la présence du judge était là, on n'a pas fait les malins et on a dit ok, ça marche comme ça, on le prend comme ça. Et du coup, dernière game, je rencontre encore une fois un Steel Song, et alors là, je me fais littéralement rouler dessus. De toute façon, je pouvais plus prétendre à grand chose, donc la pression était relâchée. Oui, c'est ça, c'est mon propre lore. Exactement. La pression une était vidéo relâchée. là-dessus. Et voilà, fin du tournoi, round 9, descente à la dernière round, où on termine, du coup, je crois, 409e, 405e, je sais plus, enfin bref, au tout début des 400e, ce qui est pas ouf quand même.
Ok, mais work in progress. Après, Exactement. j'ai vu que probablement tu vas changer de deck. Et pour les Ouais, prochains je tournois, je rebondis. te conseille de hard try ce deck pour le maîtriser à fond, parce que je pense que c'est l'entraînement qui te faisait défaut sur ce tournoi plus qu'autre chose. En effet. En Ouais. effet. Faudra venir mieux préparé pour le prochain. Exactement. Est-ce que j'enchaîne? Vas-y, tu peux enchaîner. Ok. Alors moi, j'ai eu un départ très... Déjà, qu'est-ce que tu jouais, Revan? Qu'est-ce que je jouais? Je jouais le fameux Siso Nice. Voilà. Le bleu-rouge. Le bleu rouge. Avec une maléfique que mon cher Val m'a prêté, qui est toujours dans mon deck d'ailleurs, je l'ai kidnappé. C'est mon otage. Faudra me la rendre un jour. J'ai prévu d'en acheter. Comme ça, je pourrais te la rendre. Du coup, moi, je commence avec mon pire match-up. Voilà. Qui était gris-vert. Et j'ai gagné 2-0. Et franchement, en sortant de là, je me suis dit, ça commence bien. Je pensais pas, parce que avec Tom, on s'est entraîné pas mal gris-vert, bleu-rouge. Et du coup, c'est là que j'ai quand même bien appris. Et c'est grâce à cet entraînement que j'ai réussi à vaincre ce vert gris. Donc je suis plutôt content. Comment ils font les gens là. On s'envoie des cartes. On sent les mecs qui racontent des histoires sur le lore de leur canard. Et du coup, j'étais très content. Et ça sera le seul vert gris que je rencontrerai durant ce tournoi. Foulissan dit quelque chose d'intéressant. On va en parler juste après des stats du tournoi. Ouais, On parle fait beaucoup notre de choses. Après, on va parler de beaucoup de choses. Non, mais on fait notre récap et ensuite on parle justement des stats. Et effectivement, tu as raison, Foulissan, sur ce match-up. Il y a des choses à dire. Vas-y, tu peux continuer, excuse-moi. En 3 mots, pour pas trop s'étaler, la carte maîtresse qui étant le prince Jean, j'ai eu de la chance de pas le voir beaucoup ou le voir trop tard pour mon adversaire. Du coup, ce qui était en ma faveur et les Diablos, j'ai réussi à gérer les Diablos assez facilement en fait. Donc du coup, bloc de glace Sissou pour la win. Ensuite, mon deuxième match, c'était un violet émeraude. Je n'ai rien pu faire. Je l'ai perdu, mais genre à plat de couture, quoi. J'ai pris une fessée, ça a été assez violent. Et ça a été ma game vraiment pas de chance parce que sur 2 games, j'ai pu commencer mes tours au tour 3. Et la perle, ça a été deuxième game, tour 3, où j'ai joué un grand dragon de pierre. Donc autant dire que j'arrivais pas et j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je l'ai perdu et voilà, c'est le jeu, hein. On peut pas avoir une glace à l'eau tout le temps. Et voilà. Mais là le deck m'a dit non, celle-là tu la gagneras pas. Ensuite j'ai fait une égalité contre un rubis améthyste. Voilà, donc rubis améthyste, classique, rien d'exceptionnel à dire par rapport à ce match-up. Ça a été très très long. Je pense pas avoir mal joué. Du coup, je pense que c'était vraiment, c'est pas de la chance aux cartes, mais sur le long terme, peut-être, je crois que c'est ma deuxième game que j'ai perdu. Et je me rappelle avoir, un peu comme Val, m'être un peu reposé sur mes lauriers de première en mode c'est bon, j'ai au moins assuré 3 points. Voilà. Et donc je pense que peut-être que si j'étais un peu plus focus sur la deuxième, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais je pense pas. Mon adversaire était quand même bon, donc voilà, c'est du skill, tout simplement. Ensuite, j'ai joué contre un bleu-gris et là c'était assez rigolo aussi parce que donc j'ai gagné 2-0 et notre deuxième game a été légendaire. Premier Flaversham, donc bleu-gris, bleu-rouge. Premier Flaversham, tour 12 ou 13. Et on en a bien rigolé. C'était un match-up assez rigolo. Et puis mon adversaire, Enzo, on s'est bien marré. C'était un bon match-up. Et donc, voilà. Donc je l'ai gagné. Ensuite, un bleu-rouge en miroir.
Et bah, ça a fait une égalité. Et c'est là que ça va commencer les problèmes, parce que en fait, mettant focus sur vert-gris, à comment le gérer, j'en ai oublié de comment gérer un miroir. Et je me suis pas préparé au miroir. Je suis idiot, parce que clairement, ce deck, on savait qu'il était représenté. Et bah, du coup, j'avais du mal. J'avais simplement juste du mal. Je prenais des mauvaises décisions et je n'en veux qu'à moi-même, parce que j'ai été nul sur ces match-ups. J'aurais clairement pu les gagner si j'avais eu un meilleur entraînement là-dessus. Donc ça fait une égalité sur ce premier miroir. Ensuite, Ruby Amétis, je refais une égalité. Donc pareil que le premier Ruby Amétis, ça a été long, mais au bout du compte, bah, c'est celui qui a le plus leurré qui va s'en sortir malgré les encres qu'on pouvait avoir chacun. Je sais que j'ai eu du mal à sortir des typos sur plusieurs games. Il y a plusieurs games où typo il voulait pas. Il voulait pas sortir et ça me freinait pas mal. Donc c'était un peu compliqué. J'avais retiré des jeux vol que j'aurais dû laisser au final dans mon deck pour optimiser la rampe. Ensuite, j'ai joué contre un Steel Song où j'ai fait une égalité. Et du coup, bah, le Steel Song, bah, c'est pareil. J'ai essayé parce que vu que Tom jouait Steel Song aussi, pas mal, je me suis quand même bien entraîné contre ça, donc j'ai réussi à ne pas perdre. C'est ça qui est important, j'ai réussi à ne pas perdre et à faire une égalité. Donc je suis sorti en... Je suis content de ne pas avoir perdu, surtout. Et pour terminer, je vais faire les deux d'un coup parce que comme ça sera fait. J'ai 2 miroirs, donc 2 bleu-rouge, encore une fois, que j'ai perdu les deux. Le premier, c'est un bleu-rouge où bah, du coup j'ai vraiment mal joué. J'ai pas rampe, j'ai mal géré mes sous-fétiches, j'ai vraiment fait de la merde. Et du coup, mon adversaire l'a emporté parce qu'il avait une meilleure maîtrise du deck que moi. Et le deuxième bleu-rouge, en fait, je me suis fait complètement surprendre par un deck bleu-rouge objet. Enfin, objet dans le sens atelier de Maurice, tout ça. Et du coup, je me suis retrouvé enseveli sous une tonne d'items. Un Tamato, un sous-fétiche aura suffi à retourner les games. Et voilà. Et donc, du coup, la leçon que j'ai appris de tout ça, c'est que bah, il faut que je traîne mes miroirs. Et je pense que j'aurais traîné mes miroirs, j'aurais pu être plus haut dans le classement. J'ai fini 300 ou 306, je ne sais plus. Et du coup, je suis un peu déçu de ma performance parce que je sais que je vaux mieux que ça. Et ben, je ferai mieux la prochaine fois. Et donc, du coup, je suis passé en mode tryhard où je joue tous les jours maintenant pour essayer d'améliorer ce résultat. Voilou. Mais sinon, c'était très cool. Chaque adversaire était très sympa. On a bien rigolé. Certains par rapport à la chaîne qui m'ont reconnu. Et c'était cool de discuter avec vous et de partager ces moments-là ensemble. Voilà. Ouais, ça c'est cool quand on te reconnaît, on commence à dire ah. J'ai toujours pas l'habitude. Hein. Ouais, c'est. Prenons quand même. Mais comment tu me connais? Je ne suis personne. Mais c'est toujours rigolo, c'est toujours drôle. Voilà. Moi, j'aime bien ces moments. Je les chéris presque plus que le tournoi. Et Tom, voilà. Toi du coup bah moi je vais rebondir là-dessus, hein. Je vais commencer par ça. C'est vrai que pour nous, ce qu'on retient le plus aussi de ce tournoi, c'est que les gens sont super gentils, toujours très agréables, toujours un mot gentil pour nous sur ce qu'on fait, que ce soit sur la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch. Et ça nous fait forcément toujours plaisir. N'importe qui qu'on n'a jamais vu, jamais parlé, qui vient nous aborder pour nous dire bonjour, pour échanger un petit peu et discuter, c'est toujours un plaisir. Et jamais on refusera ça. De toute façon, on est des joueurs comme vous, on est des joueurs, on va dire lambda. C'est juste ça nous amuse aussi de faire des vidéos et des lives sur YouTube ou sur Twitch. Donc voilà, on est comme vous, on n'a qu'une envie, c'est de parler de l'Orcana et de jouer avec vous. Donc là-dessus, aucun souci. Et nous, ça nous fait toujours plaisir. Et justement,
j'ai rencontré pas mal de gens comme adversaires lors des différentes rounds qui justement me disaient moi je commence toujours par salut, tu t'appelles comment? Il me dit son prénom et en face il me dit moi je sais comment tu t'appelles et du coup voilà. Et ça m'a fait très plaisir parce que du coup on se dit aussi qu'on fait pas tout ça pour rien non plus et que le contenu qu'on vous propose vous intéresse. Donc ça fait plaisir et je n'ai rencontré sur ce tournoi que des adversaires super sympas. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai noté tous les pseudos des joueurs que j'ai rencontrés. Donc moi, je jouais le vert gris et je me suis pas embêté. J'ai repris à la lettre la decklist de Zan Sayed qui a fait premier à Las Vegas. J'avoue, je n'ai pas mis ma patte dans ce deck. J'ai repris cette version et je l'ai traîne sur plusieurs jours, enfin sur plusieurs sessions d'entraînement. Et c'est un deck avec lequel je me sens à l'aise. J'ai testé d'autres decks, en particulier juste avant le tournoi, et je retrouvais pas ce feeling de bien me sentir avec le deck, quoi, de me sentir bien avec et de le maîtriser. Donc je suis parti là-dessus. Et première round, ça commence vraiment très très mal. Je rencontre un bleu-rouge, alors je me dis que je suis content, c'est techniquement, normalement, un match-up sur lequel je me suis préparé. Sauf qu'il jouait un bleu-rouge un peu particulier, il jouait un bleu-rouge avec beaucoup de pioches et des lieux. Et ça, justement, c'est quelque chose que mon deck n'aime pas. Et donc, j'ai perdu 2-0, mais clairement, je sais pas comment je pouvais gagner. En Jouer plus les de manoirs ça, de Picsou. il jouait les manoirs de Picsou, il jouait des RLS Héritage avec des Jim Hawkins, et à côté de ça, il jouait beaucoup de pioches, donc 4 développe ton cerveau, 4 visions, 4 bleu lumière, des grands Mertala, et évidemment les objets avec les flavor charms. Donc beaucoup de pioches et des lieux, plus toute la destruction du rouge, quoi, hein, qu'on connaît. Donc très compliqué de gagner ce match-up. Et en plus de ça, le joueur, il était en mission, il était concentré à fond, et il jouait très très bien. Donc j'ai perdu contre Miero 4, 2-0. Ensuite, 32, je joue contre SISF, Vixius, qui jouait un bleu-violet, et contre lui, j'ai fait 1-1. Et ce joueur a d'ailleurs été dans le top 64, je crois même qu'il était allé dans le top 32, il me semble. En tout cas, sur la vidéo YouTube, je mettrai la decklist. Et donc là, on a fait égalité. Et la deuxième, je sais pas si je pouvais la gagner, mais j'étais vraiment pas loin. En fait, je gagne la première, et la deuxième, elle est très disputée. Et à la fin, il me joue Mufasa. Et tour d'après, il me rejoue un autre Mufasa. J'arrive en bounce 1, mais pas 2, avec Bruno. Et bref, j'arrive pas à revenir. Il leurre trop vite avec ses Mufasa, et il arrive à m'avoir comme ça. Donc, game très très disputé, mais c'était cool de voir ce bleu-violet au tournoi. Et surtout qu'il a pu topper en plus. Round 3, je joue contre un abonné de la chaîne, du coup Jean-Baptiste Chopin, qui joue un vert violet. Et là, pas de chance pour lui, je fais sur les 2 manches la sortie parfaite. J'ai ce qu'il me faut quand il faut. Et malheureusement pour lui, il peut pas gérer. Et donc je gagne 2-0. Et donc il m'a dit qu'après ces 2 games-là, qu'il allait se désabonner à la chaîne. Voilà. En même temps, si tu lui mets des bâtons dans les roues, comment tu vas gagner des viewers, tu vois? Et chose très marrante, c'est que du coup, on a fait des side events le 2e jour, et j'ai rejoué contre lui lors du side event, et je l'ai encore battu. Donc il m'a dit que là, il avait peur que je lui en voulais. Je vois qui c'est. Non, il était très très sympa, on a beaucoup rigolé, et on a passé un bon moment lors de ces 2 matchs qu'on a pu faire ce week-end. Round 4, j'ai joué contre Maiko DC, qui jouait Steelsong, donc c'est un ami belge, et je gagne la première, et la deuxième, gros cafouillage au moment du mulligan. Au moment où il mulligan, il fait tomber 2-3 cartes par terre. Donc il les ramasse, moi je lui dis t'inquiète, je vais pas t'embêter, recommence ton mulligan de 0, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'il fait, il remélange son deck, il pioche cette carte avant de mulligan, et là il me dit
il y a un truc qui va pas. Je lui dis, bah, qui t'arrive? Et il me montre la carte, et il me montre une carte rouge, alors qu'il jouait Steelsong. Ah merde. Et là, je lui dis, effectivement, il y a un souci là. Ouais, bah Et oui. en fait, le joueur à côté de lui jouait avec les mêmes pochettes. Et il jouait bleu-rouge. Donc il lui dit, est-ce que c'est à toi? Et là, gros cafouillage, le mec à côté check sa decklist. Enfin, son deck, quoi. Effectivement, il lui manquait, donc c'était une bagarre. Mais le problème, c'est qu'il lui manquait une autre carte. Oh la vache. Comment c'est possible? Et là, sans mentir, hein, on a cherché partout. On a regardé dans le deck de Maiko, donc mon adversaire. On a regardé par terre, sous les sacs, sous les tapis et tout. Impossible de retrouver cette dernière carte. Donc, Maiko, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le juge de lui-même. Il appelle le juge, et là, les juges, sans déconner, moi, j'ai dit à Maiko, moi, je vais pas t'embêter. On va faire selon la décision des juges, mais moi, je vais pas dire, c'est inadmissible, etc. Vraiment, j'allais pas Ouais, l'emmerder. t'es pas là pour Ouais. l'enfoncer. Puis on Voilà. n'est pas table 1, quoi, donc... C'est ça, exactement. Donc, les juges ont été très sympas avec lui. Ils lui ont dit, bah écoute, tu recommences ton mulligan et vous faites la deuxième manche. Mais par contre, il avait un warning. Ça veut dire que Ouais. s'il avait la moindre autre petite chose, c'était game loss pour lui, quoi. Ouais. Donc on fait cette deuxième game. L'autre à côté, la table d'à côté, je sais pas trop ce qui s'est passé pour eux, mais en tout cas, il lui manquait toujours une carte. Je vois ça Et quand surtout le mec d'à côté avait eu un deck check. Et dans son deck check, tout était correct. Donc il y a bien eu du bol, parce qu'il y en a qui ont eu des des deck checks et qui n'ont pas eu la même chance. il y a eu un truc quand même. Et donc, on fait la deuxième, et là, c'est lui qui remporte une partie assez disputée aussi, et donc ça finit en égalité. Round 5, je joue contre Boudou, que je salue, parce que ça a été l'un des adversaires les plus sympas aussi de ce week-end, avec sa femme qui jouait aussi, et on s'est globalement suivi un peu tout le long du tournoi, puisqu'on jouait à peu près au même niveau de table. Et il jouait bleu-rouge, un bleu-rouge assez classique, proche de ta liste, Revan. Et là, je gagne 2-0. Je pense que son souci, c'est qu'il ancrait Flavorsham alors qu'il valait mieux les garder. Et en fait, il ancrait trop de cartes, alors que moi, je jouais vert-gris. Donc, j'arrivais à le mettre au top deck, et c'est comme ça que je gagne. Il a Mais, ramp, du coup, avec ses cartes. je pense Oui, qu'il a un trop petit peu, ramp. ouais. Ouais. Du coup, c'est un peu bah, c'est comme ça que j'ai battu le vert gris, moi, hein. C'est que j'ai vraiment ancré le minimum syndical à chaque fois jusqu'à ce que je puisse du coup appuyer sur le champignon et puis tout donner, quoi. Et du coup, Voilà. ancrer trop au début, c'est pas conseillé contre un vert gris. Contre un vert gris, faut éviter, ouais. Et les Flavorsham, faut les garder. Ça peut toujours retourner la game. Donc, je gagne 2-0 contre Boudou. Là, c'était round combien? Ça, c'était la round 5. Round 5. Round 6, je joue contre Psycho Didou, qui jouait Steelsong. Donc, c'est un joueur de Fécamp qu'on a déjà vu quand on a joué à Fécamp pour la Madrigale. Ouais. Et là, j'ai gagné 2-0, donc des parties très disputées. À chaque fois, de toute façon, vert gris contre Steelsong, c'est jamais évident. Ça se joue beaucoup aux ressources, mais j'arrive à gagner 2-0. Et c'était pareil, des parties super intéressantes. Round 7, je joue contre Omel Rito, qui jouait violet-rouge. Et là, je perds 2-0, mais assez violemment. Vraiment, j'ai pas vu le jour. Il m'a écrasé. En fait, sur les deux games, il a touché ses lapins et ses lieux. Et clairement, je pouvais pas faire grand-chose. Il piochait énormément et j'arrivais pas à le mettre au top deck. Et quand t'arrives pas à le mettre au top deck, c'est compliqué avec le vert gris, quoi. Et surtout que le vert gris, pour gérer les lieux, c'est dur aussi, hein. Ouais. Donc, j'ai pris une sacrée fessée. Et c'est cette game qui m'a globalement mis un coup au moral, puisque je me suis dit que là, ça allait être compliqué d'aller dans le top, alors que c'était encore possible. Ensuite, round 8, je joue contre Pierre, paille E1.
pardon, qui jouait bleu-rouge. Et donc, c'est le pseudo consultant qui commente souvent nos vidéos. Ah, c'est lui. Oui. Salut. J'ai joué contre consultant, du coup. Et donc, il jouait bleu-rouge et j'ai gagné 2-0. Donc, pareil, on a passé un très bon moment. On a beaucoup rigolé lors de ces games-là. Et donc là, je gagne 2-0 et je me dis, c'est peut-être encore possible d'avoir suffisamment de points pour faire le top. Parce qu'il fallait à peu près 41 ou 42 points. Et j'étais dans les clous, quoi. Si je refaisais une game, une victoire, j'étais dans les clous. Round 9, je joue contre Kylian, qui jouait bleu-rouge à nouveau. Je gagne la première. Et la deuxième se termine au time. On met énormément de temps à jouer. Ça se dispute, en fait. Je mets du board, il wipe mon board, mais il est au top deck. Il est au top deck, mais en gros, j'ai pas assez de cartes pour pouvoir lorer un max, et lui, il a pas assez de cartes pour reprendre le board non plus, parce qu'il a plus d'objets sur le board. Même s'il pioche un Flavor Sham, il peut pas en faire grand-chose. Enfin bref, on arrive à un moment un peu où c'est long, quoi. Et ça joue au time, on fait les 5 tours, et on finit pas. Et malheureusement, le judge me dit que je ne gagne seulement que 3 points. Alors que j'ai gagné la première. Et la deuxième, en fait, en soi, sans trop m'avancer, mais sincèrement, je la gagnais. J'avais genre 5 cartes en main ou 6 cartes en main. J'avais un peu de board. Et lui, il était au top deck, il avait plus d'objets, plus de board. Donc, compliqué quand même pour lui. Parce que même s'il joue une 6 ou il wipe mon board, je peux encore sortir des trucs, quoi. Mais ça me fait que 3 points. Et du coup, l'aventure s'arrête ici. Je finis avec 37 points. Voilà. Ouais, on a. Moi, j'ai eu un départ plutôt cool et j'ai coulé derrière. Et toi, c'était un peu l'inverse. T'as su à renaître de tes cendres. C'est ça. Un phoenix. Mais ouais, du coup, c'est rageant quand même de. Après, clairement, il a bien joué aussi. Enfin, il voulait. C'était pas une volonté de finir au time, clairement, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je finis du coup assez loin aussi. Ça me fait que 244, la place 244. Donc un peu déçu là-dessus parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, quoi. Bah oui. Ouais. Mais voilà. En tout cas, un très bon tournoi. Enfin, j'en garde un très bon souvenir et c'était très cool. Bah, du coup, vu que tu as énuméré tout le monde, moi aussi, j'avais noté les noms, mais je voulais pas les tous passer dessus. Mais du coup, j'ai joué contre. Je vais remercier tous les joueurs que j'ai affrontés parce que c'était très cool. Donc il y avait Banana, très parfait comme prénom, comme surnom, j'ai adoré. Steph et son fils. Donc Steph, c'est celui qui m'a mis la fessée avec son violet émeraude. Et son fils qui a été pas mal aussi, je crois qu'il avait 12 ans. Et qui a fait un bon score. Donc GG à lui. Donc après, il y avait Nanotech, Enzo, Ludo, Ultima Dust, Elysium, Mika et Pirato. Voilà, qui m'a mis une sacrée déculottée avec ses objets aussi. J'ai rien à faire. J'ai juste subi. Voilà. Merci à vous, c'était vraiment très cool de jouer contre vous. Et je tiendrai à prendre ma revanche sur ceux qui m'ont battu. Voilà. On peut passer peut-être sur les stats de ce tournoi. Ouais, Yes. On va passer sur les stats du tournoi. Je vais vous afficher ça. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a étonné quand même là-dessus. C'est, on en parlait, mais c'est les stats du match-up bleu-rouge contre vert-gris. Bleu-rouge contre vert-gris. Vert-gris, 55%. Ouais, généralement, sur le papier, sur ce qu'on croyait. Allô, vous m'entendez? Ouais. Oui. Alors ça, c'est bleu-gris que tu es en train de regarder, 55%. Non, vert. le bleu-rouge. Bleu-rouge bleu-rouge contre vert-gris. a gagné 55% de ses matchs contre vert-gris. Alors qu'on pensait le contraire. Tu as plusieurs vert-gris dans la liste. Ouais. Le discard, t'as le shift damage. Oui, mais dans tous les cas, bleu-rouge
dans tous les cas, bleu-rouge est favorable. T'as pas un Mm. seul vert-gris contre lequel bleu-rouge n'est pas favorable, tu vois. Non, mais je tenais juste à dire qu'il n'y en avait pas qu'une Ouais. seule dans le top. Que ce Et, soit discard ou que ce soit discard et, aggro. et pourtant, à la base, le deck vert-gris a été build justement pour taper un peu le bleu-rouge, quoi. En fait, le bleu-rouge, ce qui faisait vraiment mal, c'était l'aggro. L'aggro, Ouais. c'était vraiment le pire. Quand je vois c'est, Ouais. violet, rouge et le vert émeraude. Tu vois, vert émeraude, 71 matchs. Vert émeraude, ça fait 2 fois vert, ça. Oui. Émeraude métis. Vert Ouais. Du coup, 71 matchs. Et on est sur un 30% de victoire, c'est quand même très dur. Ouais, c'est Et dur. ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne Même pas. le hyper aggro aussi, ouais. Hyper aggro, on est à 21% de win pour 29 matchs. C'est dur quand même. Hein. Et oui, Foulissan, le bleu, ouais. Moi-même, j'ai rajouté des châteaux. Des châteaux. Des manoirs. En fait, tout est un château pour moi. Mais c'est un manoir de Picsou. Parce que c'est vrai qu'en miroir, c'est plutôt fort. Et dans tous les cas, ça met une belle présence sur le board avec 9 de vie qui est un peu dur à retirer dans tous les cas. Donc c'est vraiment fort. C'était une bonne idée pour ce tournoi de mettre ce manoir. Je regrette de ne pas l'avoir eu. Tout est un château, ça me rappelle une discussion qu'on a eue le soir du tournoi, Revan. Après, ouais, enfin, les stats, elles sont assez impressionnantes. Après, il faut prendre aussi en considération le nombre de matchs qu'il y a eu. Tu peux pas te permettre de prendre une stat pour argent comptant alors que tu as eu un Non. match. Par exemple, le bleu-gris qui perd à tous les coups contre le vert-gris, il y a eu qu'un match-up, il y a eu qu'un match où ça a été représenté. Donc encore une fois, il faut c'est le genre de stat que tu peux pas prendre pour argent comptant parce que tous les match-up n'ont pas eu le même nombre de matchs à part égale avec les autres match-up. Ouais. Et après, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Moi, je peux prendre bleu-rouge. Je peux jouer contre vert-gris et perdre parce que le bleu-rouge, au final, je l'ai pris et j'ai jamais tryhard le bleu-rouge. Et je l'ai juste pris parce que c'était le deck le plus représenté. Ou tu vois, contre Steelsong, où il gagne 71%. Si c'est moi qui joue bleu-rouge contre Steelsong, forcément, ça va pas marcher. Et l'embêtant dans ce genre d'événement, c'est que tu as aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps de tryhard comme le top 64 peut le faire. Et bien souvent, les gens se disent « Ok, je vais prendre un des meilleurs decks de la méta. » En l'occurrence, bleu-rouge. C'est pour ça qu'il est surreprésenté à 611 matchs. Et que juste derrière, tu as le Steelsong et qu'après, tu as un fossé avec le reste. D'accord ? Et en fait, ces gens-là qui choisissent pas par dépit, par manque de temps d'entraînement, par un peu aléatoirement le deck le plus fort de la méta, qui savent pas forcément le jouer, vont finir par plomber ses stats. Enfin, c'est pas très forcément. Moi, je le prends avec des pincettes. Ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Genre, Ouais. y a plein de gens qui vont prendre le deck qui est top et qui vont aller essayer de le jouer. Non, mais bien sûr. Mais il y en a qui prennent bien le deck qui est top à Las Vegas et qui vont tourner avec. Hein. Ta victoire contre le match-up qui est censé être favorable, en fait, il peut pas juste être fait par le fait que tu aies pris le deck avec le match-up favorable. Derrière, il faut que tu saches le jouer. Et l'embêtant, c'est que ce genre de stat qui sort de tournoi, dans des tournois, tu as des gens qui jouent tous les jours au moins 4 heures et tu as des gens qui ont joué une fois dans leur vie une demi-heure. Et c'est là où tous les matchs ne se valent pas. Une demi-heure de jeu. Mais après, ce que tu dis, l'inverse, ça va faire l'inverse aussi. Hein. Tu regardes gris-vert et normalement, il est censé gagner contre bleu-rouge et pourtant, il a 55. C'est ça. Donc, en fait, ton argument, il va aussi en contre-argument. En fait, il y a des decks où le fait qu'il y ait beaucoup plus de matchs sur certains decks fait que la stat est plus intéressante, en tout cas plus fiable, que les autres decks où il y a eu moins de games. Et je pense que, sincèrement, des stats sur... là, le bleu-rouge, en tout, il y a eu 611 matchs avec bleu-rouge, il y a eu 524 matchs avec Steelsong et 388 matchs avec violet-vert. Je pense qu'on peut quand même plutôt bien s'appuyer dessus, même si, évidemment, comme tu dis, il y a des différences de niveau.
mais ça donne quand même une bonne indication. Après, des decks comme le violet bleu, globalement, il y en a peut-être eu 3 ou 4 dans le tournoi. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais en tout cas, je pense qu'on peut effectivement dire que Ouais. ces stats-là sont quand même bien fiables. Moi, je voudrais ajouter une chose par rapport à ça, ce que tu parlais du violet bleu. Et du coup, ça Ouais. me faisait penser à ce joueur qui est allé loin quand même avec son violet bleu. Et il est allé en finale. Qui m'a donné envie de jouer violet bleu. Demi-finale. Merci. Et en fait, c'est ce que tu disais, Val, c'est que le joueur porte le deck et pas l'inverse. Ouais. Ouais. Ah oui, En fait, bien tu peux avoir le deck le plus Tout à fait. pété au monde. Si tu sais pas le jouer, bah, tu te prends une arrêtée. Et à contrario, des gens qui connaissent sur le bout des doigts toutes les cartes, toutes les techniques et machin, tu peux leur mettre le deck le plus merdique, ils vont s'en sortir. C'est quelqu'un qui le disait dans le chat tout à l'heure. Je sais plus qui. Je crois que c'était. Je vais juste rajouter un petit truc le temps que tu retrouves. C'est que ce qui est très très bien, ce qui a été exceptionnel, c'est qu'il y avait une diversité de fou sur ce tournoi. Genre, dans le top, il devait y avoir un miroir dans le sens où il y avait 2 personnes qui jouaient le même deck, je suis même pas sûr qu'ils soient affrontés dans le top. Et c'était quand même stylé, c'est-à-dire qu'il y a un espèce d'équilibre quand même à travers tous les decks, et qu'il n'y a pas un seul deck qui va écraser tous les autres. Ah ouais, c'est sûr. Donc, du coup, à la fin, au final, quand t'arrives dans les tops, c'est plus le deck qui fait la diff, c'est le joueur. Ouais, mais même avant, hein. C'est Cricky Tips qui disait justement, on parlait du violet-rouge et il disait que c'était un match-up compliqué violet-rouge dans la méta actuelle. Et après, il ajoutait, c'est pas impossible, mais par contre, faut connaître le deck et certainement le deck de l'adversaire aussi par cœur et sur le bout des doigts. Ouais, et bah, c'est c'est ça. exactement ce qui va dans ton sens et ce qui allait dans le sens de ce dont tu parlais. Et oui, c'est là où toute la diff entre le mec qui s'entraîne une fois tous les 6 mois et la personne qui va jouer 9 heures par jour. C'est ça. Et là, mais faut travailler aussi un petit peu. D'ailleurs, est-ce que Le télétravail, c'est pas fait pour s'entraîner. Hein. Non, petite c'est bien vrai, ça. devinette, est-ce que vous savez comment Raclem a appelé son deck? Quel était le nom du deck de Raclem? Ouais, Alors, je j'ai t'avoue vu, que c'était j'ai- marqué 9 heures par jour ou un truc comme ça. Ah, bah, 9 heures de train, ouais. est-ce 9 qu'il heures de s'entraînait train. juste 9 heures avec ou c'était 9 heures par jour? 9 heures Parce par que jour. Il s'entraînait 9 heures, il s'est entraîné 9 heures par jour avec ce deck-là. Avec pour Steel tout Song, ouais. Bah après, s'il peut. Ah bah, on c'est- peut pas tous se le permettre, ça c'est clair. Oh, Je vais non, les- mais je veux dire, on va pas lui reprocher de s'être entraîné. Ah bah en non. fait. S'il Ah peut non, s'entraîner, bien sûr. il s'entraîne, tu vois, Bah, genre, c'est pas ce il que a je dis, raison. je trouvais juste le nom rigolo et je voulais faire Oui. la petite anecdote. En tout cas, il y a des decks qui ont des. On voit hein, qui ont quand même des stats meilleures que d'autres. Ah oui, bien sûr. Je Ah, vois. le vert gris, il a pas un rouge. Ouais, le vert gris, il a du jaune et du vert seulement, et il en a qu'un qui est en dessous de 50. C'est le bleu rouge. Et mine de rien, c'est quand même assez représentatif du top parce que je crois que dans le top, il y a eu quand même pas mal de vert gris. Hein. Il y a déjà c'est le deck qui a gagné, mais il me semble qu'il y avait au moins 2 ou 3 vert gris au moins dans le top 32. Quoi. Il y en Après, avait- pour le coup, enfin, je veux dire, je suis en train de regarder les bas du tableau là. Parce que du coup, des fois, par exemple, je prends le violet gris. Au final, lui, il a pas rencontré beaucoup de choses. Là, c'est qu'on est dans la base du tableau. Ouais. On est vite limité en termes de stats. Par exemple, là, si tu prends le dernier, 4 match-ups Ouais. différents. Oh, bah là, c'est pire, tu vois, il y en a 2. Ouais. Et mais du coup, ouais, c'était pas. Le rouge, jaune, que Mufasa, j'en ai pas vu et je suis un peu déçu. Il y en avait, hein, mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir. Parce que j'aime bien ce deck, il est rigolo. Ouais. Ouais. Après, c'est des decks un peu plus exotiques quand même, hein, donc c'est normal qu'on les voit moins. Oui, bien sûr. Après, ils font partie du jeu aussi. Faut que ça tourne. Le mec Mais- qui a 60% de win rate avec un deck princesse jaune-rouge, bah GG gars quoi. Pareil pour Perdita, hein, 5 match-up, 80%, jaune-vert.
Et l'hyper aggro, est-ce qu'on peut regarder l'hyper aggro? C'était quoi? C'était violet. Jaune-violet, ouais. Jaune-violet, ouais. Jaune-violet. Là, hyper aggro, 42%. Ça donne quoi, lui? Tu vois, c'est pas. Il a du vert, hein, ça c'est clair. Mais... Bah, c'est le bleu-rouge. Hein. Mais après. En fait, il y a des dès que match-ups c'est où il perd bleu, en fait. forcément, quoi. Dès que c'est du ramp, bah, au final, c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, bah, clairement, hein, le style song il est quand même top. Le style song bleu-rouge et vert-gris, hein, c'est un peu les trois decks du moment. Ouais. Et on a toujours Ruby Amethyst qui est là, qui est latent, qui en fait, mais pas trop, et qui prend sa petite part du gâteau aussi. Qui est toujours là. Ça, hein. Toujours C'est ça. beaucoup joué. Hein. 380 matchs, c'est quand même beaucoup. Hein. Et juste pour revenir sur mon deck, du coup j'y pense parce qu'avec l'hyper aggro, moi j'avais mis un Scar rouge à 7 et ça a été très utile. Pas forcément contre les hyper aggro, mais contre des semi-aggro, disons, mid-range. Ouais, Steel Song, vert violet, voilà. Voilà, ça a été très utile. J'étais bien content parce que quand tu te prenais un pat, t'étais content qu'il y avait Scar, quoi. Donc ouais, franchement, j'étais content de cette addition de petits Scar. Par contre, le deck violet-gris, il a pris une claque. Hein. Violet, Il a ouais. rouge, hein. Classic bah, Bones. Ouais. Ouais, mais enfin, c'était pas un secret de se dire que c'était un deck qui allait être, être difficile à jouer lors de la méta du 7. Alors 7-5. moi, je pensais vraiment, Val, que t'allais partir avec ça. Mais tu sais qu'au dernier moment, je me suis tâté à me dire un violet gris, c'est quand même ce que j'ai plus joué. Et il y a un monde où Ça passe. où ça peut passer, quoi. Et alors, je pense que je me serais pris des défaites cuisantes. Je pense que le move de passer sur un violet rouge était excellent. Et je pense qu'en effet, j'ai beaucoup manqué d'entraînement et de mental, hein, pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais je pense que quel que soit le deck que j'aurais pris, je manquais de mental et d'entraînement. C'est pas lié au fait que j'ai pris violet-rouge, c'est surtout lié au fait que j'ai changé de deck et que bah, si tu t'entraînes pas, tu peux pas maîtriser le truc, quoi. Yes. Eh oui. Donc voilà pour les stats, hein, je pense qu'on peut clore cette partie. Ouais, il y a juste Foulissan qui dit... Ouais, Foulissan, il dit vert-gris est très spécifique pour chaque match-up. Et c'est tout à fait ça. Ce deck-là, on est obligé d'adapter notre façon de jouer par rapport au deck adverse. Enfin, c'est pareil pour tous les decks, hein. Mais je trouve que celui-ci encore plus. On peut changer complètement vraiment sa façon de jouer. Et on a des deck cards, enfin des cartes qui sont très bonnes ou très mauvaises en fonction du match-up adverse. Et celui-ci est assez polarisé là-dessus. Ouais. Et du coup, Thomas, toi qui as joué violet, pas violet-gris, vert-gris, ouais. Est-ce que tu dirais que la carte à avoir dans tous les match-ups, aller la chercher, le hard mulligan, c'est le Prince Jean? Quand tu connais pas le deck adverse, c'est vrai que le Prince Jean, il te permet de faire un vrai card advantage si tu fais de la défausse côté adverse, parce que tu vas faire forcément du +1, voire même du +2 si tu joues hypnotisé. Et donc le Prince Jean est quand même toujours une excellente carte à aller choper. Par contre, faut éviter d'en avoir plus que un en main, quoi. Et ça peut être dur, quoi. Faut faire attention au mulligan. Mais c'est vrai que quand tu connais pas le deck adverse, le Prince Jean est quand même très bien à avoir. Le fait qu'il ait ward et que Tuons la bête ne soit pas trop joué en ce moment, voire presque pas du tout, bah, il est plutôt, il résiste plus longtemps sur le terrain, quoi. Et ça rejoint la discussion qu'on avait la veille du tournoi au soir, en mangeant notre pizza, où on se disait que bah, y avait des decks qui étaient quand même plus faciles. Un peu, on parlait, moi je me souviens d'une discussion où on se disait, bon les gars, BO2, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux commencer en premier ou en deuxième? Et on s'était dit, bah, sur un deck comme rouge-bleu, en fait, peu importe, parce que ta ligne de play
reste à peu près la même en disant le but c'est de ramper au début pour après mettre des grosses cartes, donc glace à l'eau, typo. Voilà, la ligne directrice est à peu près. L'autoroute est la même sur la route de la victoire. Par contre, sur un violet gris, sur un vert violet, un vert gris, là, tu as plus intérêt à connaître le match-up de ton adversaire pour pouvoir derrière orienter ton mulligan. Et c'est là où c'est un peu plus intéressant de savoir si tu vas prendre la main ou si tu vas laisser la main à ton adversaire. Ouais. Mais déjà pour ça, il faut gagner le toss, car moi j'ai fait une magnifique lignée de 9 toss perdus à la suite. Après sur le BO2 c'est moins grave, mais oui. Ce qui est quand même extraordinaire en soi. Des crises qui n'étaient pas bonnes. Ouais, là par contre c'est totalement le joueur qui était mauvais au dé, hein. Il faut se l'avouer, hein, des fois. Mais ouais, forcément il y a des decks un peu plus difficiles à jouer contre. Et ce qui est marrant, c'est que quand il y avait Bucky, le vert gris était généralement assez facile à jouer. Les lignes de play étaient assez souvent les mêmes. Et depuis qu'il n'y a plus Bucky, le deck est toujours très bon, mais beaucoup plus difficile à jouer, quoi. C'est comme quand ils vont nerfer Flaversham. Ouais. Chapitre 6. Je sais pas si vous avez vu toutes les cartes, mais pour l'instant, il y a des bangers qui sont arrivés là, avec, comment il s'appelle, Tadashi là. Ah, Tadashi. Ah, Tadashi, alors. Pour nos amis sur YouTube, on vous fait des bisous. On espère que cette vidéo vous aura plu, que ce débrief vous aura intéressé. N'hésitez pas, surtout, évidemment, à partager les vidéos, à liker la chaîne, les vidéos, s'abonner sur la chaîne, suivre notre compte Discord et aussi notre compte Twitch des Illuminers Legacy. Ça nous fera très plaisir. Et allez voir la vidéo du lore, parce qu'on l'a fait avec amour et on ne sait pas pourquoi, elle avait été demandée et on n'a pas le succès voulu. Alors allez la voir.